On va parler de la carte de presse parce que ça reste un sujet important. Donc c'est un petit bout de plastique qui sert à dire qu'on est journaliste. Samuel, tu l'as eu par le passé, Ouais. maintenant tu l'as plus. Numéro 79 de Solveig, on se souvient de ce numéro de ta carte de presse à vie. Hein. C'est un numéro important. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Ouais. à quoi ça sert et qu'est-ce que ça a changé pour toi ou pas? Bah moi, Donc, journaliste, c'était un rêve d'enfant, c'était une vocation. J'ai toujours voulu être journaliste. Donc, ma première carte de presse, qui à l'époque n'était pas un bout de plastique, mais un bout de carton, un vieux machin, ça ressemblait à une vieille carte de police des années 20, tu vois. C'était drôle. Et donc numéro 79-225, puisqu'on garde le même numéro toute sa vie, même s'il faut tous les ans redemander une nouvelle carte. Hein. C'est pas un statut à vie, le journalisme, et c'est très bien d'ailleurs. Et donc, je l'ai eu à partir de 94-95 pour mes débuts de journaliste. Je l'ai gardé très longtemps. Et puis un jour, parallèlement à mes activités de journaliste pour France Info, j'ai accepté d'animer Question pour un champion. Et là, il y a une règle, et c'est une très très bonne règle d'ailleurs, de la commission de la carte professionnelle des journalistes, qui est, pour être journaliste, il y a plusieurs critères. Il faut travailler pour un organisme reconnu comme un organe de presse par la commission de la carte. Il y a des critères qui sont assez stricts, me semble-t-il. Et il y a un critère qui est, il faut que 50% des revenus soient issus du journalisme. Or, Question pour un champion me payait mieux que mon activité de journaliste. Donc très très vite, au bout de quelques semaines, la commission de la carte m'a écrit en me demandant de prouver que la moitié de mes revenus venaient toujours du journaliste, ce que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai perdu ma carte il y a 9 ans. Pendant ce temps, des rédactions Europe 1, France Télévisions continuaient à me considérer comme un journaliste. Et d'ailleurs, j'avais sur ma fiche de paie, c'était marqué rédacteur en chef. Et donc c'est intéressant de voir que la carte est un signe du journalisme, mais n'a pas un signe absolu, puisque moi j'étais considéré par mes confrères de France Télévisions ou d'Europe 1, donc des rédactions très installées et très rigoureuses, comme un journaliste, même si je n'avais plus la carte. C'est juste qu'un critère faisait que en fait, la moitié de mes revenus ne venaient plus du journalisme, et ces mêmes confrères estimaient que le fait d'animer Question pour un champion ne mettait pas en danger l'investissement, la rigueur que je pouvais mettre par ailleurs dans mon travail de journaliste, puisque ce sont deux choses que je compartimentais. Voilà, donc je n'ai plus ma carte depuis longtemps. La première fois que je l'ai perdue, ça m'a fait un petit quelque chose, parce que c'était pour moi, elle me servait à rien, hein, concrètement, puisque, comme Jean le disait tout à l'heure, une carte de presse, ça sert surtout aux journalistes de terrain pour faire preuve de leur statut en disant je suis bien journaliste à des policiers, à des manifestants, peu importe, voilà, sur le terrain. Moi, je ne suis pas un journaliste de terrain, je n'ai pas besoin de la carte. Mais c'était un symbole d'appartenance à un groupe qui me dépassait, qui était ce groupe pour lequel j'ai de l'admiration et du respect, qui est le groupe des journalistes. Bon, je me sens toujours journaliste ou dans une démarche journalistique, mais je n'ai plus ma carte de presse depuis bien longtemps, et je pense que je ne vais jamais la récupérer. c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça pose la question du statut des créateurs de contenu d'information. C'est-à-dire, est-ce que demain, certains créateurs de contenu vont demander à avoir la carte? Je ne sais pas si Hugo Décrypte, par exemple, qui vraiment fait un travail journalistique, là, je ne sais pas s'il a la carte. Non, son équipe a la carte de presse. C'est ça. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être directeur, chef d'entreprise et en même temps du jeu. Non, mais ces équipes, Tous ces équipes. Mais ça a été un travail parce qu'il me semble. De local, mais de créer un site internet pour pouvoir avoir la carte au départ. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle ils l'ont demandé, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément accès, ce qu'on disait, à différentes, par exemple, à des réunions politiques, accès à l'information, en fait. Après, la commission de la carte de presse est, enfin, s'il vous plaît, donnez-moi ma carte de presse, hein, mais est un organe quand même relativement vieillissant, qui a du mal à s'adapter aux nouveaux formats, aux nouvelles plateformes, et qui avait aussi un problème avec le fait que Hugo travaille principalement sur YouTube, que ce soit souvent lui qui présente uniquement et qu'on voit très rarement ses autres journalistes, son équipe. Donc c'était tout un contexte où en fait c'était la première fois qu'on avait quelqu'un de ce type-là qui était sur YouTube. Et il y avait la question de est-ce qu'on lui accorde ou pas la carte de presse, et ça a été un débat où chaque année il faisait la demande et ça a été très compliqué. Je l'ai dit très poliment, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je l'aurais dit beaucoup moins poliment. Après, la carte de presse, je pense que le débat aussi en France, c'est qu'elle conditionne l'accès aux aides à la presse, non? Non, parce que tu as des aides à la presse en tant que structure de presse, en tant que, par exemple, publication de presse papier à faible revenu publicitaire. C'est pas le fait que tu détiennes la carte ou pas qui va garantir ton accès à ces subventions-là. Ok. Non, je pense pas. Par ailleurs, l'un des financeurs pour de la création de contenu sur Internet, en tout cas audiovisuel, c'est le CNC. Le CNC se fout complètement de C'est la ces carte de histoires de presse. statut et de carte de presse ou pas. Donc- Mais nous, dans les standards internationaux, en tout cas,
on fait pas du tout la promotion du système de licence, enfin de donner des licences aux journalistes, ni leur donner des cartes de presse, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est un système qui peut fonctionner de manière extrêmement discriminatoire et qui peut se retourner contre les journalistes, et notamment dans les pays plus autoritaires où le journalisme est extrêmement contrôlé. Et du coup, ça permet, si on a un système de licence, d'empêcher certaines personnes de travailler librement, et notamment chez les journalistes. Donc nous, c'est vraiment pas quelque chose dont on fait la promotion. Et quand on regarde ce qui se passe dans les pays où c'est mis en place, on dit que ça doit répondre vraiment à des critères précis et ça doit permettre de répondre au large éventail, encore une fois, de personnes qui font du journalisme et pas exclure, mais plutôt essayer, au contraire, d'inclure. Il y a quelqu'un qui demande si c'est international le système de presse. La réponse est non. Non, justement. C'est un peu le système français d'ailleurs. C'est pas que franco-français, il y a beaucoup de pays, mais ça, je suis désolée, il y a malheureusement aussi beaucoup de pays où le système de carte de presse, à l'inverse de ce que tu disais, Jean, qui permet d'aider les journalistes qui sont sur le terrain d'accès à l'information, au contraire, il est utilisé pour empêcher les journalistes de travailler. Oui, et tu as aussi t'as des pays par ailleurs où la carte de presse est distribuée par le pouvoir. Exactement, C'est un c'était énorme justement dans problème. voilà. Voilà, ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas un truc gouvernemental, c'est Mission pas un truc indépendante. administratif. Non, c'est un truc autonome, Par organisé. État. Le comité de la carte, effectivement, qui s'occupe de ça, qui n'est pas exempt de critique, mais au moins il a le mérite de ne pas être lié au gouvernement. C'est pas l'État qui C'est pas l'État Ah non, c'est surtout pas l'État qui détermine qui est journaliste ou pas. Mais en fait, c'est aux citoyens de le dire. Alors, c'est un travail. Et là, on en vient à l'éducation aux médias. Et c'est un travail énorme pour le citoyen. Mais moi, souvent, le matin, quand j'ai une partie de mon public qui n'est pas familier de l'information et qui me demande, mais alors Samuel, c'est quoi une bonne source d'information? Et je leur dis, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai une réponse, voilà la mienne, mais c'est celle de Samuel Etienne. Moi, par exemple, je professe que la presse quotidienne nationale en France est une bonne source d'information. On a la chance d'avoir une presse de qualité, pluraliste. Je la promeus, je la vends parce que j'aime bien la lire. Mais c'est ma proposition. Mais je leur dis, vous, en tant que citoyen, pour être un citoyen éclairé, pour participer au débat citoyen et par exemple, au moment des élections, essayer de choisir en conscience par quels acteurs politiques peut être incarné le futur de notre pays, vous devez vous tenir informé, c'est votre devoir des citoyens. Mais auprès de quels médias? C'est à vous de faire ce travail, d'aller par vos lectures, par ce que vous avez regardé, écouté, définir si vous estimez qu'une source, elle est fiable ou pas, elle est rigoureuse ou pas. Et donc, je leur dis, pour ça, il faut picorer. Ne lisez pas le même journal tous les jours. Voilà. Vous êtes un abonné au Figaro, lisez Libération de temps en temps, lisez l'UMA de temps en temps, et inversement. Voilà. Et changez de... Voilà, et vous verrez qu'à un moment, certains médias sont rigoureux, d'autres moins honnêtes, d'autres moins transparents, d'autres moins sujets à la critique, d'autres moins indépendants, d'autres moins. Alors, mon souci par rapport à ce discours, c'est que c'est un énorme travail. Les gens ont du boulot, des études, des enfants, des passions. C'est vrai, c'est vrai. Et je leur demande de consacrer, en fait, c'est plusieurs heures par jour, à un travail mais qui peut faire ce travail? Moi, je n'aime l'idée que l'État puisse dire ça, c'est des bons médias, et ça, c'est des mauvais médias, c'est pas possible. L'idée qu'une commission, quelle qu'elle soit, dise ça, c'est des bons médias, ça, c'est des mauvais médias, c'est très problématique aussi, selon quels critères. Hein. Et alors, finalement, c'est aux citoyens de faire ce travail, mais ce travail, il est énorme. Donc, je sais pas, Jean. Toi, tu le fais déjà le matin quand tu fais des revues d'actu. En fait, tu fais partie, mais comme moi, on fait partie des gens qui accompagnent cette information. Vous n'avez pas effectivement 12 heures par semaine à accorder à votre lecture des médias. Bon, Samuel et moi, sur Twitch, on va vous accompagner dans votre découverte de l'actualité du jour ou de la semaine. Hugo fait exactement ce travail-là aussi. Donc, il y a aussi ça. Et puis, par ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi sur la nécessité de la diversification des sources d'information. Moi, je dis aussi assez souvent, notamment quand on est sur Internet, qu'il y a des médias de référence et c'est pas pour rien. L'AFP, ça vaut quelque chose. C'est pas acheté par la fenêtre. C'est quand même des gens sérieux qui savent travailler. Ça vaut, en termes d'information, un peu plus que le tweet non sourcé d'un compte anonyme. C'est débile ce que je suis en train de dire. Oui, mais parfois ça mérite de rappeler quand même parce que, notamment, moi, mon sujet, c'est la politique. Et quand on est pris dans l'émotion par la politique, on peut avoir tendance à accorder de l'importance à des trucs qui sont soit pas vrais, soit franchement biaisés. Donc voilà, les médias de référence, c'est des médias de référence. Donc ça a le mérite de s'imposer un tout petit peu quand même dans le paysage politique, dans le paysage médiatique de votre information. Surtout sur les réseaux où tout est au même niveau, tu vois, surtout X, depuis la nouvelle algo, ce genre de choses. Et Serge Barbet, qui est dans le chat, nous dit l'éducation média et à l'info vise justement à développer une lecture critique des médias, quels qu'ils soient. Bien sûr. Et bravo à tous les profs d'ailleurs. Ouais, ça c'est à saluer, parce qu'à mon époque,
Ça n'existait pas, ça, hein, évidemment, hein. Mais le début d'éducation aux médias, de sensibilisation à tous ces sujets qui commencent dans les écoles, avec le Clémy notamment, avec les profs, avec certains journalistes qui se déplacent sur place, on assiste au début de ça, et ça c'est formidable parce qu'on donne des clés aux adultes de demain pour avoir un esprit critique finalement, et à chaque fois qu'ils reçoivent un message à caractère informationnel, le questionner. D'où vient-il? Quel est l'organe qui le diffuse? Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il est signé? Est-ce que, je dis déjà une signature en bas d'un article, si c'est pas un pseudo totalement aléatoire, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un qui engage son nom sur une démarche d'honnêteté, de vérité. Et donc, que tout ça commence à être finalement enseigné à l'école, je trouve ça formidable. Je rappelle qu'on est en collaboration avec le Clémy aussi, donc merci à eux pour cette émission. Clémy qui s'occupe de l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Merci de le préciser. Ouais. On a un petit commentaire de Framboise. Il y a beaucoup de jugements de certains selon le média pour t'informer que tu utilises, ça donne moins envie après. Est-ce que c'est quelque chose... Ah, tu veux dire, t'es discriminé en fonction des médias que tu suis? Voilà, c'est ce que je comprends du commentaire. C'est bien ça, Framboise? Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Par exemple, quand je parle de Libération, j'ai toujours une minorité de mon chat qui dit « Ah oui, ce journal de gauchiste ». Et puis après, je vais dire « Bon, maintenant, je lis le Figaro ». Et puis j'ai une autre partie du chat qui dit « Ah oui, ce journal de vieux droitard ». Tu vois, donc à partir du moment où tu consommes un média, parfois tu te dis regarde, c'est pour ça que je dis aux gens, mais en fait, lisez. Moi, je suis lisez, diversifiez vos sources en fait, parce que en fait, ces deux journaux que je viens de citer sont d'excellents journaux, qui en plus ont l'avantage d'avoir une ligne éditoriale qui est sur la table, qui est voilà. Le Figaro est un journal de droite conservateur, c'est un mystère pour personne, et il ne le cache pas. En tout cas, les éditos du Figaro sont des éditos de droite. Après, quand vous lisez avec attention le Figaro, vous allez voir que dans le Figaro, il y a des sensibilités qui s'expriment, mais parfois, parfois, ça m'arrive de lire le Figaro et sur le même sujet, de trouver un édito très orienté, on va dire, à droite, et un article un peu plus loin qui avait une sensibilité très, très Et différente. puis il y a des spécialités aussi. Le Figaro a une spécialité sur l'économie. Les pages saumon du Figaro, pour ceux qui ont connu ça, c'est quand même, là aussi, c'est une référence. Mais au moins, L'économie, c'est quand même pas rien. la ligne, elle est Libération, c'est plutôt. La ligne, elle est affichée. C'est-à-dire que Libération ne se cache pas d'être un journal de gauche. La Croix, un journal pétri de valeurs humanistes qui viennent du catholicisme. L'Humanité, long compagnon de route du Parti communiste, même si les liens sont coupés avec le parti. L'Opinion, clairement un journal hyper libéral, très proche des grandes entreprises, etc., etc. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est pas tant que le journal ait une ligne éditoriale et qu'il ait une forme d'engagement et une grille de lecture, c'est qu'elle soit visible. Et donc, on sait qui nous parle finalement. Mais je suis pas sûre. Enfin, là, je suis sûre que, bien sûr, dans la réponse enfin, dans la réaction sur le chat qui est donnée je suis pas certaine qu'il fasse uniquement référence au jugement par rapport aux médias traditionnels qui sont en train de lire. Mais il y a aussi un jugement, je pense, des générations plus anciennes qui jugent la façon dont les jeunes s'informent Oui. et qui ont tendance à considérer qu'il y a des manières de s'informer qui sont beaucoup plus légitimes que d'autres. Plus Et en fait, voilà. Et non, et en fait, Ben oui. qui considèrent que les jeunes, qu'il y a une façon légitime de s'informer, il serait de lire les médias traditionnels, de lire la presse écrite, de regarder le journal télé, d'écouter la radio, et que par contre, tous les autres nouveaux médias, etc. Et par exemple, Twitch, je suis sûre, pour plein de parents, c'est pas forcément obligatoirement une manière légitime pour les jeunes de s'informer. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi ça ce qu'il disait dans son commentaire et ce qui montre qu'il y a une assez grande fracture qui est en train de se créer entre les différentes manières de s'informer Et c'est même chez les jeunes. C'est même ce qu'on disait vis-à-vis des journalistes. Je veux dire, on le vit tous les deux, je pense. Quand tu parles avec certains journalistes et que tu dis ce que tu fais, enfin, tout le monde sait ce que tu fais, évidemment, mais tu sens des fois un petit regard un peu critique, très journaliste élitiste pour certains, je trouve, quand tu dis que tu travailles dans le monde de YouTube, sur Twitch, ce genre de choses. Tout comme, en effet, tu vas avoir des parents qui vont pas comprendre pourquoi leur Dans enfant deux cas, c'est de la s'informe. méconnaissance. Que si ces parents, si ces journalistes traditionnels connaissaient la réalité du travail de création de contenu à caractère informatique sur Internet, ils se rendraient compte que en fait, les démarches sont très, très proches. C'est de la méconnaissance. En fait. Bien sûr. Alors, on a un petit commentaire de Classe Média Balzac 2024. Peut-on dire que la majorité des influenceurs diffusent de fausses informations? Eh ben, Peut-être Adeline? Ouais, non, la majorité des influenceurs ne diffusent pas forcément des fausses informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait une étude dans le cadre de notre initiative sur l'éducation aux médias et le travail sur l'information avec les influenceurs. On a fait une étude qu'on est en train de finaliser et qu'on va diffuser d'ici à la fin du mois. On a fait ça à travers le monde, 50 pays, plus de 500 créateurs de contenu.
Et on a regardé un peu avec eux quelles sont leurs motivations, leur façon de travailler, les défis auxquels ils sont confrontés, etc. Et ce qui nous a vraiment surpris, c'est les chiffres par rapport à leur façon de vérifier l'information. Et alors, juste un chiffre, non deux. Le premier, c'est que 42% de ceux qui ont répondu sur les 500, leur façon de vérifier la véracité d'une information des faits, c'est le nombre de likes. Et la deuxième chose, c'est ouais. Et la deuxième chose, c'est voilà. Et la deuxième chiffre, c'est que 62% de toutes les personnes qui ont répondu ne font pas de fact-checking. Donc, ils ne vérifient pas l'information avant de la partager. Donc, forcément, si on a conscience de ce genre de résultats, on ne va pas être surpris que, bien sûr, il y en a beaucoup qui partagent des informations non vérifiées et donc qui vont partager de la désinformation et donc ils vont faire de la misinformation, le fait de C'est partager. clairement des réflexes aujourd'hui qui ne sont pas encore intégrés. Aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des adultes et des jeunes en France n'ont pas ce réflexe, quand ils reçoivent une information, de se poser la question de la source. Je le constate au quotidien. Le chat de la matinée tienne, de la revue de presse, c'est un moment d'échange. J'émets des infos et en face, on me propose des informations ou des regards différents sur la même. Parfois, je vois pop des infos dans le chat un peu étranges. Je dis: «C'est très intéressant ce que tu dis, mais je ne suis pas au courant de cette information, allons la vérifier». Et donc la personne me donne la source ou je trouve la source et on se rend compte que la source, elle est totalement, Elle vaut rien, hein. elle ne vaut rien. Et donc j'explique: «Tu vois là, par exemple, tu aurais dû te» et il dit: «Ah oui, mais je n'avais pas vérifié». Et je dis: «Bah oui, mais tu vois, tu viens de proposer à des milliers de personnes une information dont tu affirmais la véracité, hein, je veux dire, moi j'ai vu que, j'ai lu que, Ouais. voilà, et tu ne t'es pas posé la question de la véracité, de la vérification de ta formation». Donc en somme, on a fait ce travail, on s'est rendu compte qu'elle était erronée, fausse, ou orientée. Mais en fait, avant de la proposer, tu aurais dû faire ce travail toi. Ah, mais surtout, en plus, le nombre de likes pour vérifier comme déterminant, comme critère d'une véracité d'information. Aujourd'hui, on sait avec l'économie de l'attention, les bulles de filtre, etc., ça explique énormément le fait qu'on a tellement, qu'on peut ensuite avoir tellement de désinformation. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire et c'est pour ça que nous, on a commencé à travailler sur cette formation et proposer des cours aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Alors, une question de beginner. Comment on entend souvent et de plus en plus d'influenceurs se revendiquer journalistes? J'aimerais savoir et comprendre comment l'ensemble des journalistes sont intégrés dans le véritable milieu des journalistes. Qui veut y répondre? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Tu veux dire les influenceurs, comment ils sont intégrés dans le milieu des journalistes? Oui, on en a un petit peu parlé plus tôt dans l'émission. Peut-être? Considéré, oui, on en a un petit peu parlé plus tôt dans l'émission. Il y a les journalistes, tu sais, c'est grand, hein, pareil, c'est pas homogène, hein, le milieu des journalistes. Ouais. J'aime pas non plus beaucoup, hein, cette Mmh. espèce de vision très, c'est tous les mêmes, ils se connaissent tous. Non, pas du tout. Le journaliste, il y en a quand même beaucoup, très différents les uns des autres. Tu as des vieux croutons qui ont du mépris paternaliste pour ces petits jeunes qui font des conneries sur YouTube et sur les applications mobiles. Ouh là là, quelle vulgarité! Ça existe. De moins en moins, parce que les rédactions elles-mêmes se renouvellent de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes dans les rédacs qui sont des enfants de la culture web, qui ont donc un rapport assez différent à ça. Tu as aussi, et j'en ai vu, des journalistes qui ont une espèce de fascination béate et un peu naïve pour les influenceurs en disant: «Ah, ils sont extraordinaires, tout ce qu'ils font, c'est génial». Ouais, bon, ouais, allez, s'il te plaît. Donc voilà, et comment te dire? Je suis désolé, hein, ça fait très, très, très normand comme réponse, hein. Il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger dans ce que je dis, mais c'est ça, il y a pas vraiment de réponse unanime. Il y a des rapports très différents des journalistes vis-à-vis des influenceurs et des influenceurs vis-à-vis des journalistes. Il y a des influenceurs qui prétendent, être beaucoup plus intelligents et mieux faire que les journalistes parce qu'ils ont tout compris à internet, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et vous allez voir ce que vous allez voir, on est meilleur que vous, ça existe. Il y a d'autres influenceurs qui, s'auto-censurent et ont très, très peur de participer à faire de l'information parce qu'ils ont peur, n'étant pas journalistes, n'ayant pas fait d'études de journalisme, ils ont peur de pas être validés par le milieu et cetera. Donc tu vois, aussi chez les influenceurs, tu as des rapports un peu ambivalents, au métier de journaliste. Il y avait une réaction super intéressante, mais qui est disparue de l'écran, et qui disait qu'il y avait les fausses informations étaient plus sexy, je crois, et qu'elles étaient plus partagées. Et en effet, oui, il y a pas mal d'études qui montrent qu'une fausse information est partagée 7 fois plus que des faits vérifiés. En effet. Mais je trouve que Jean vient de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel. En fait, on aime bien mettre des étiquettes sur les choses parce que c'est important d'ailleurs en fait, mettre une étiquette sur quelque chose, c'est la penser, c'est la caractériser, la définir et la mettre dans une boîte en disant ça, c'est ça. Le problème des étiquettes, parfois, c'est que c'est très large et très flou. Quand dans une phrase, il y a Descriptif. les médias, ça veut rien dire les médias.
On dit, ah oui, mais moi je lis ça tous les jours dans mon chat. Ah oui, mais les médias, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que François, ancien grand journal devenu vaguement un blog complotiste, c'est un média? Est-ce que donc tu mets CNews par exemple, et sa ligne éditoriale, et Le Monde, c'est la même chose, c'est les médias? Non, non. Alors les médias, ça veut rien dire. Les influenceurs, ça ne veut rien dire. C'est un gars installé à Dubaï qui va te vendre des AirPods fabriqués en Chine 10 fois le prix. Et Jean Massier, c'est la même chose? Bah non, donc ça veut rien dire. Donc les étiquettes, c'est très très bien, mais sauf que moi, au quotidien, je lis ah oui, mais les médias, ah oui, mais les influenceurs. Le problème, c'est qu'en fait, cette phrase ne veut rien dire, et il faut accepter, mais c'est un travail intellectuel de rigueur là encore, de rentrer dans la finesse en distinguant. J'en rappelle, les journalistes en France sont très divers, et c'est même un métier où entre nous-mêmes, on est assez critique. On dit, voilà, moi, j'aime pas la façon de travailler de ce journaliste, de cette rédaction. Et en fait, c'est plein de chapelles, plein de petits mondes, de gens qui se regroupent selon leurs affinités. Mais dire ce que je lis au quotidien, les journalistes, parfois les journalopes, des choses un peu comme ça, les merdias, ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça ne veut rien dire. Allons dans le détail, critiquons la façon de travailler de ce média, de ce journaliste, de ce créateur de contenu. Critiquons, c'est-à-dire portons l'esprit critique sur son travail. Mais ces étiquettes qui sont rassurantes et qui finalement permettent de ne pas trop s'interroger, on se dit ah mais moi je ne consomme pas les médias parce que les médias nous mentent, parce que les médias appartiennent à telle ou telle. Cette phrase ne veut strictement rien dire. Elle permet juste de ne pas faire de se dédouaner de l'effort de s'informer pour être un citoyen Il éclairé. y a beaucoup d'hommes politiques qui ont contribué à cette image négative des médias aussi, parce Ça, que je m'arrange et donc justement, nous, quand juste le terme fake news qui a été popularisé, nous, par exemple, à l'UNESCO, on ne l'utilise pas parce qu'on dit que ça contribue à décrédibiliser les médias Ah oui. et que ça donne vraiment une façon, enfin, c'est une attaque frontale pour le travail qu'ils font. D'ailleurs, Vas-y. non, mais d'ailleurs, je le dis parce que je l'ai vu aussi dans le chat et c'est intéressant. La posture critique est une bonne posture. C'est une posture intellectuelle. C'est une posture qui permet de se positionner en indépendance face à des intérêts qui peuvent parfois être cachés, etc. Il y a une fine limite entre la posture critique et la posture paranoïaque. Donc, attention, la critique média, oui, toujours. Le sens critique quand vous lisez les médias, toujours. La vérification des sources, comme l'a dit Samuel, toujours. Par contre, le gros sac dans lequel on met tout le monde en disant les médias nous mentent, nous manipulent, les journalistes, les journalopes, etc., ça, c'est une posture paranoïaque. Et c'est plus du tout la même chose. C'est même d'ailleurs d'un certain point de vue une abolition de l'esprit critique. Parce qu'on rentre justement dans le jeu de l'étalement, de l'aplatissement de tout qui finalement se vaut. Après tout, l'AFP et un vague blog, c'est la même chose, ça se vaut, etc. Bah voilà, non, justement. Donc faites gaffe à la différence entre la critique et la paranoïa.